Peuple congolais. Ici, c'était Congo. Le Congo des travailleurs, le Congo des technocrates, le Congo des tranquillité. Chers compatriotes, un peuple qui ne connaît pas ses valeurs est un peuple en dispersion. Un peuple en voie de disparition. C'est pour cette raison que nous avons pris le temps de vous rappeler quelles sont nos valeurs, vos valeurs. Chaque Congolais d'origine appartient à un groupe d'ethnie. Ne pas le connaître, c'est simplement question d'ignorance. Aussi, nous avons démontré que notre pays ne devait pas avoir des difficultés de gouvernance, car chaque Congolais porte en soi des gènes de valeurs ancestrales et sont fiers qu'ils se définissent par leur groupe d'ethnie qui compose notre société et conforte notre unité. Chers compatriotes, les Congolais que nous sommes ont tous des origines qui nous caractérisent par des valeurs. Voilà pourquoi nous pouvons parler des valeurs bantoues et des valeurs pygmées. Mais il y a aussi des valeurs
que nous incarnons de nos royaumes. On parle des valeurs Congo, des valeurs Téké et des valeurs Luango. Cette diversité définit notre nation, la nation congolaise. Les valeurs peuvent faire référence à des attributs et des perceptions qu'une personne partage avec des membres de son groupe social ou culturel. Par exemple, des valeurs d'ethnie Congo, des valeurs d'ethnie Téké, des valeurs d'ethnie Mboshi, des valeurs d'ethnie Sanga, des valeurs d'ethnie Maka, des valeurs d'ethnie Eshira, des valeurs d'ethnie Kota et enfin des valeurs d'ethnie Ubangwa. Ces valeurs sont dites parfaites et rendent désirables ainsi qu'estimables les êtres ou les comportements auxquels elles sont attribuées. On peut parler de différents types de valeurs. Les valeurs économiques, des valeurs culturelles, des valeurs sociales et des valeurs linguistiques. Ainsi de suite. Suite à l'aperçu social que nous avons réalisé sur les royaumes, nous avons résolu de vous parler des valeurs, fondement d'une bonne civilisation. Dans la vidéo réalisée sur les royaumes, nous avons dégagé qu'il existe de différentes valeurs. On trouve des valeurs concernant le moral, c'est-à-dire celles qui établissent la relation de soi à l'autre. Nous avons parlé des valeurs concernant la nature, celles qui établissent la relation de l'homme à la nature, des valeurs concernant la communauté, celles qui établissent la relation de l'individu au groupe, des valeurs concernant la politique, celles qui établissent la relation entre le peuple et le gouvernement, la valeur concernant la nation, celles qui établissent la relation du peuple et la nation. Et enfin, nous avons parlé des valeurs concernant les affaires du monde, celles qui établissent la relation de la nation au monde. Du fait que notre société a perdu ses vertus fondamentales, nous allons nous focaliser sur des valeurs sociales. Contrairement aux civilisations traditionnelles, la civilisation moderne devrait établir les normes comportementales qui devraient être liées au contexte social et aux traditions culturelles. Tenir compte que les valeurs varient selon les continents, selon les pays, selon les royaumes et selon des ethnies. La valeur dite universelle, qui vulgarise à travers le monde, est bien souvent enveloppée dans de beaux concepts abstraits et chargée de préjudices politiques et culturels appartenant aux sociétés riches et puissantes. Si les valeurs diffèrent selon les civilisations, selon les ethnies, chaque système de valeurs doit établir cependant une ligne de partage entre le juste et l'injuste, entre le bien et le mal. Il doit introduire, en d'autres termes, un sens éthique. En début des mutations rapides dans une société, certaines relations sociales fondamentales, je dirais plutôt des valeurs sociales, doivent être maintenues stables et durables, car une altération des valeurs sociales risquerait de provoquer de graves conflits sociaux. Dans la mesure où le meurtre, l'assassinat, le vol, le pillage, l'escroquerie, la concussion, le vol, l'adultère, la fraude, la corruption
empoisonnent les relations sociales et désintègrent la société. Nous ne devons pas permettre à des valeurs à la mode de s'installer pour justifier ces défiances. Certains symboles culturels doivent être respectés par toutes les générations de toutes les époques, par des autorités publiques. Au Congo, l'unité est décrite comme une valeur recherchée par tous les Congolais, qui le veulent jalousement conserver car racheté au prix du sang. Il est la première valeur de notre devise, unité, travail, progrès. Nous devons retenir que les valeurs correspondent à nos perceptions dans les domaines de la moralité, de la nature, de la culture, des groupes ethniques, sociaux, politiques, de la nation et du monde. Au Congo, si hier des valeurs avaient une importance, aujourd'hui, les valeurs même universelles sont bafouées par le mode de vie imposé par Sassou. Par sa ruse, ce dernier exploite l'appartenance ethnique au Congo pour opposer les unes aux autres. Même au sein d'une même ethnie, il s'arrange d'opposer certains membres aux autres. Tout ceci pour imposer sa politique de d'éternisation. Il divise pour régner. Cette mode de gouvernance lui a permis de rester au pouvoir voici déjà 30 ans. Plus de 30 ans même. L'ethnie au Congo constitue un socle social, culturel et politique. Une ethnie ou un groupe d'ethnies est une population humaine qui considère avoir en commun une ascendance, une histoire, une langue ou un dialecte, un mode de vie, bien souvent plusieurs de ces éléments à la fois. L'appartenance à une ethnie ou une ethnicité est liée à un patrimoine culturel commun, que ce soit la tradition, les coutumes, le rôle social, l'origine géographique, idéologique, philosophique, religieuse, la cuisine, l'habillement, la musique. Au Congo, comme nous l'avons vu, il y a plus de 70 ethnies. L'ethnie est un acrotère. Elle est aussi la réverbération régionale. La plupart des partis politiques en sont les modèles. On trouve le MCDDI de Bernard Kolela dans le pôle, l'UPADES de Pascal Lissouba dans le Nyari Bouenza Likumu, le PCT de Denis Sassou Nguesso dans la cuvette, RDPS de Tchiser Tchikaya dans le Kwilu, RDD de Joachim Yomé Opango dans la cuvette, UFD de Charles David Ganao dans les plateaux, CNDD de Lambert Ngalibali dans les plateaux, URD de André Milongo dans le pôle, UNDP de Pierre Nzé dans la Likwala Sanga, ainsi de suite. Les actes politiques posés par le gouvernement congolais vont totalement en défaveur des équilibres régionaux qui devraient normalement lancer une dynamique de développement. Les répercussions de telles politiques, essentiellement guidées par la motivation régionale, tribaliste, ethnique, sont le naufrage dans la dictature, dans sa pire forme comme celle que nous expérimentons actuellement avec Sassou Nguesso. Pourtant, l'équilibre régional permettrait
à toutes les régions d'ambitionner un développement suivant leur culture propre et leurs atouts naturels, leur permettant ainsi d'être justement exploités, ce qui éviterait la surexploitation de certaines d'entre elles et la sous-exploitation d'autres, comme c'est bien souvent le cas aujourd'hui. L'exploitation de la mentalité tribaliste et régionaliste dans les politiques que nous avons définies par 5D, initiée par Denis Sassou Nguesso. Cette politique ne permettra jamais le pays de se développer de manière équitable. Voici la politique de 5D pratiquée par M. Denis Sassou Nguesso. Chers compatriotes, nous vous avons promis dans des vidéos précédentes que qu'on devrait parler de la politique de 5D. C'est celle-là que nous allons maintenant développer. Depuis l'indépendance, le Congo ne saurait être comprise sans tenir compte de la vigueur de certains antagonismes tribaux et régionaux, dont la coalition reste importante sur l'ensemble de la vie nationale. Ainsi, naturellement, on trouve le groupe Sanga à l'extrême nord, le groupe Mboshi dans le nord, le groupe Teke au centre, le groupe Congo au sud et le groupe Eshira à l'extrême sud. Cette mosaïque ethno-politico, Sassou l'a récupérée, exploitée pour instaurer sa politique de 5D planifiée comme suit. Le groupe Mboshi du Nord pour le premier D, le groupe Teke du Plateau pour le deuxième D, le groupe Congo du Pôle pour le troisième D, le groupe Congo du pays du Niari pour le quatrième D et le groupe Luango de la côte atlantique pour le cinquième D. Premier D, c'est le D de détenir en otage le peuple du Nord, peuple congolais. Sassou a usé de la stratégie de division pour berner la population du Nord. Aussi stupide que cela puisse paraître, le peuple du Nord s'est vu privé de leur liberté d'expression, de leur liberté de penser, de s'exprimer, de contestation. Peut-on parler ici de problèmes de culture, de politique ou de dictature? Dans tous les cas, ce peuple aujourd'hui est devenu amorphe devant le super sauveur, devant leur libérateur, devant leur messie, le rédempteur, le bienfaiteur, le petit Dieu qui leur a tout promis. Ce peuple a cru, et d'ailleurs même continue à croire encore à ce super défenseur, à ce super protecteur, qui en réalité n'est qu'un super menteur, un mythomane, un fourbe, un hypocrite. Si ce peuple se croit être privilégié ou être mieux que les autres peuples par le pouvoir de Sassou, fort est de constater que ce peuple souffre autant que les autres groupes ethniques. Pour ne prendre comme exemple l'état des routes du Nord ou la situation des inondations dans la partie Nord. Malheureusement, par orgueil ethnique revanchard d'hibernation, ce peuple est devenu esclave de Sassou. Un peuple pris en otage. Oui, en otage. Parce que, avec le 18 mars, Sassou a acheté le silence du peuple du Nord. Avec le 18 mars, Sassou a donné un chèque en blanc au peuple du Nord. Avec le 18 mars, Sassou
a favorisé le peuple du Nord au vol, au détournement. Avec le 18 mars, Sassou a hissé le peuple du Nord à la gouvernance du pays. Avec le 18 mars, Sassou a dressé le peuple du Nord contre celui du Sud. Avec le 18 mars, Sassou a initié la haine au peuple du Nord envers le peuple du Sud. Avec le 18 mars, Sassou a demandé au peuple du Nord de demeurer cohérent. Avec le 18 mars, Sassou a signé un pacte de soumission avec le peuple du Nord. Avec le 18 mars, Sassou a déclaré au peuple du Nord que Ngouabi a été tué par les Bakongo. Avec le 18 mars, Sassou a démontré au peuple du Nord qu'il est le successeur de Ngouabi. Avec le 18 mars, Sassou a dupé le peuple du Nord que leur ennemi, c'est le peuple du Sud. Avec le 18 mars, Sassou a décidé, devant les sages du Nord, de s'occuper des gens du Sud, les gens de Nkele. Avec le 18 mars, Sassou a assuré le peuple du Nord que lui seul peut garantir leur sécurité. Avec le 18 mars, Sassou a dévalorisé des intellectuels du Nord. Avec le 18 mars, Sassou a persuadé le peuple du Nord qu'il est invincible. Avec le 18 mars, Sassou a ridiculisé le peuple Kouyou, mais l'obligeant de le suivre. Avec le 18 mars, Sassou a exigé de tout le peuple du Nord de rester docile à lui. Avec le 18 mars, Sassou a affirmé au peuple du Nord que son successeur viendra de lui. Avec le 18 mars, Sassou a juré au peuple du Nord qu'après lui, le pouvoir restera au Nord. Avec le 18 mars, Sassou a vengé les morts et les blessés du Nord de la guerre de 1959. Avec le 18 mars, Sassou s'est dressé en Dieu devant le peuple du Nord. Ce peuple, ayant accepté ces absurdités, ces aberrations, ces stupidités, s'est vu pris en otage. Une servitude que le peuple du Nord ne cherche à sortir, puisqu'il faut obligatoirement défendre le pouvoir. Il doit rester au Nord, quel que soit le pouvoir doit rester au Nord, quelles que soient les conséquences de cette servitude. C'est ça la politique la politique de détenir le peuple du Nord en otage. Deuxième D, le D de détrôner la chefferie du peuple du centre, c'est-à-dire les plateaux. Sassou continue à maintenir son pouvoir, mais surtout rêve posséder le pouvoir mystico-fétichisme du peuple Téké, en usant de la naïveté de certains membres du clan ou du groupe Téké. Dans cette quête mystique, Sassou a réussi à se faire des alliés traîtres Téké comme Florent Tiba, Raymond Damas Ngolo, Marcel Ntsuru, Raymond Mboulou, Auguste Célestin Kwa Gongara, Jean-Aïve Alakoua, Ngavali et Souli, qui sont également des affectionnés du sang et des fétiches, de lui livrer quelques pouvoirs. Aujourd'hui, Sassou détient le bâton badigeonné du rouge, du sang, le bâton de commandement, le bâton et les tissus raffia que détenait le patriarche Téké David Ganaou. En effet, le rouge représente le symbole du royaume Téké. Le royaume a plusieurs symboles qui font à la fois son mystère et ses intrigues. Les plus connus de ces symboles est le raffia, qui au fil du temps est devenu une tenue traditionnelle chez le peuple Téké. La couleur rouge qui représente le sang est le vecteur d'énergie chez les humains au même titre que le soleil
dans la clarté illumine la terre entière, symbole de la raison. Elle est une couleur qui ravive le royaume, lui apporte force et vigueur. Elle représente la vie et l'espoir. On peut le contempler sur l'emblème du royaume représenté par une panthère tachetée de noir et rouge, imprimée sur un tissu d'étoffe sur un fond noir et rouge. On peut aussi le contempler sur les princes de sang portent les brassards rouges. Aussi, les princesses sont tressées avec une sorte de badanas rouge. On peut aussi l'observer sur la plume de perroquet planté sur le front du souverain qui porte également la couleur rouge. C'est ce qu'on appelle l'Isalaliku. Mais on peut aussi observer le rouge sur la couverture qu'on appelle ici le bolo ango, qui est un autre symbole du royaume, est fait des imprimés de couleur noire et rouge. On l'observe aussi sur le pourtour des yeux du souverain, qui est souvent peint en couleur rouge et surtout durant les 3 jours de sa cérémonie. La reine, quand elle est enterrée, ses fétiches sont couverts de drap rouge sur lequel fut placée une natte en raffia. Les fétiches du royaume sont installés aussi sur un tissu d'étoffe de couleur rouge. La couverture kami est de couleur rouge. Donc c'est pour ainsi dire que la couleur rouge est un symbole très important dans le royaume Teke. Ce qui fait que le bâton qu'avait M. David Ganao porte bien la couleur rouge. Et ce bâton, aujourd'hui, se trouve avec M. Denis Sassou Nguesso, qu'il a obtenu par la complicité de certains Teke que je venais de vous citer. Alors aujourd'hui, en tout cas si ce n'est pas encore fait, Sassou veut récupérer le reste des ossements du roi Makoko Ilio Ier, comme il l'a fait pour les ossements de Brazza. Ceci pour fortifier sa puissance tutélaire. Mais avec le roi Makoko actuel, c'est-à-dire le roi Auguste Ngempio, il n'arrive pas. Voilà pourquoi il veut le faire disparaître et le faire remonter par un autre roi à qui il aura sa dévotion. Sassou est décidé de détrôner la chefferie du peuple Teke, car le peuple Mboji se croit au-dessus de ce peuple. Pour les Mboji, le peuple Teke est un sous-peuple. Souvenez-vous, lors du procès de Maringwabi, le procureur Jacques Okoko, qui est détenu Kouyou, avait dit à Taranganjan, qui est détenu Teke, je cite, « Même vous, les Teke, vous voulez le pouvoir. » C'est donc cet orgueil d'humiliation qu'anime M. Denis Sassou Nguesso jusqu'aujourd'hui. Sassou, un obnubilé du pouvoir mystique, c'est que le pouvoir du roi Makoko, Auguste Ngempio, est redoutable. Il veut s'en approprier. Il veut s'en approprier, comme il l'a fait jadis dans le passé. Lui, Sassou, ne peut accepter qu'au Congo qu'il y ait un homme plus fort que lui mystiquement. C'est ce qui explique le retour de Florent Tchiba à ses côtés. Bien qu'il ne soit pas descendant des parents Anko, Sassou veut
outrepasser les règles d'intronisation des Téké. Lui, il veut devenir absolument le roi moderne du royaume Téké pour gérer les Nkwebali, le Nkira et le Ikwi. Sassou, par la complicité de ses complices, s'autoproclame aujourd'hui le Nganché, en vertu du petit pouvoir illégal mystique qui lui a été conféré par ses acolytes Téké, qui lui permet de punir et tuer impunément les Téké sans inquiet. Parce que roi, se déclarant roi, il se dit, il doit mettre l'ordre dans le royaume Téké. Aujourd'hui, ses victimes sont Okombi Salissa, Marcel Ntsuru, Damas Ngolo, et puis les autres. Sassou veut traîner ce peuple faisant partie du royaume Téké dans son nouveau royaume qu'il veut créer, le royaume Mboshi, dont il sera le premier roi. C'est ça la politique D. La politique D de détrôner la chefferie des Téké. Troisième D. D. Destruction du Poul. Depuis la nuit des temps, le peuple du Poul, le peuple Lari en particulier, se caractérise par sa tradition hospitalière, la solidarité, la détermination pacifique qui lui fait adopter un comportement longtemps incompris et qui a souvent été à l'origine des critiques et des attaques graves, le classant parmi des rangs des contestataires, des farouches, des têtus, des impolis, des bandits, des orgueilleux, des traîtres, des fous, bref, par des autres différents groupes ethniques formant la nation congolaise. Ce peuple, très enraciné dans les coutumes ancestrales, est un peuple pour rien au monde pourra cesser de revendiquer ses valeurs ancestrales et fondamentales qui constituent sa sagesse. La sagesse du peuple Lari est devenue légendaire. Cette sagesse est basée sur des croyances anciennes, séculaires, mystiques et inspirées par la divinité qui prône le respect de l'intégrité physique, morale, spirituelle et le respect des biens. Nombreux sont des hommes d'État, politiques, d'église et même du milieu judiciaire du Congo qui font appel à cette sagesse. Si les résistants à la pénétration coloniale et les premiers administrateurs congolais étaient issus du groupe Congo-Lari, on peut citer André Grenard Matsoua, Mabiala Manganga, Mama Ngunga, Tata Milongo, tout comme le premier président du Congo, Fulbert Youlou. Ce groupe a finalement été marginalisé et, avec la résurgence des antagonismes ethniques, ce groupe Congolari est devenu le cible des exactions et de la répression depuis 1968. La témérité, le courage et le franc-parler de ce peuple a tissé chez Sassou une haine misanthrope au point de vouloir exterminer ce peuple. Le peuple Lari est le seul peuple de la République du Congo qui a connu le génocide de 1999 à 2016, qui a entraîné plus de 500 000 morts et plus de 800 000 déplacés. C'est la preuve que Sassou déteste ce peuple, tient à détruire ce peuple. Aujourd'hui, ce peuple reste toujours majoritaire et compte entre 20 et 25% de la population totale du pays. Le mal du génocide dans le Poul est aussi passé par Ntoumi, avec qui Sassou a
concocté une alliance secrète et diabolique sous le coup de plusieurs millions et de postes ministériels. Il s'est proclamé l'envoyé de Dieu pour sauver le peuple du Poul. Que sa mission était divine, d'où les ninjas sont investis d'un pouvoir mystique qui les protège contre les balles. Ntoumi a contribué au plan Mwebara de Sassou, le plan du génocide. La déclaration du général Dabira au procès, je cite, « Les armes que détenait Ntoumi étaient livrées par le général Nyangambwala, responsable de la garde présidentielle. » Sont venus donc confirmer la collaboration entre Denis Sassou Nguesso et M. Ntoumi. Mais il n'en découle pas moins quand le ministre de l'Intérieur a demandé à Ntoumi de faire le choix entre son groupe religieux, ou c'est dans ce groupe religieux où Dieu lui a confié la mission de libérer le Poul et son parti, c'est-à-dire quand il fallait faire le choix de son église, de son groupe religieux et le parti, et le CNR, pour défendre les intérêts politiques, ben, son choix a été sans embâche. Le choix de M. Ntoumi s'est porté très facilement et rapidement sur son parti. Ce qui revient à dire que Ntoumi a tourné le dos à son Dieu qui lui avait confié la mission. Alors, quand Ntoumi fait son choix maintenant du parti, et c'est pour autant que sa mission dans le Poul est finie, peuple congolais. Après que Sassou s'est servi juteusement de Ntoumi dans cette mission diabolique, après qu'il ait essoré de son obligeance, il est devenu l'homme à abattre, car devenu encombrant. Sassou a toujours procédé ainsi. Nous l'avons démontré quand nous avons parlé des assassinats perpétués par M. Denis Sassou Nguesso. Le dossier du génocide est actuellement dans les organismes humanitaires internationaux. Sassou est conscient que Ntoumi sera une épine à ses pieds. Alors, il faut donc le liquider, quel que soit le temps. D'ailleurs, Sassou, il sait le faire. Ce qui revient à dire que l'opération Mwebara ne sera définitivement achevée que quand Ntoumi sera tué. Comme Ntoumi, semble-t-il, est encore dans les forêts du Poul, mais Sassou va toujours procédera à une autre vague de tueries dans le Poul. Donc, si vous posez la question de savoir, est-ce que M. Sassou va encore commettre des actes de barbarie, de tuerie dans le Poul? Mais la réponse est oui. Simplement parce que son collaborateur d'hier, Ntoumi, n'est pas encore livré. Tant qu'il ne sera pas livré, tant qu'il sera encore dans les forêts dans les forêts du Poul, Sassou sera toujours à la recherche de Ntoumi. Et donc, va continuer à commettre des actes de tuerie dans le Poul. Cet homme donc qu'on appelle Sassou, l'homme insatiable, n'a pas encore fini de goûter le sang du peuple de Poul, dont il connaît le goût. Sassou tient absolument à détruire le peuple de Poul. C'est ça la politique de la destruction du Poul. Le slogan de ce peuple, heureusement qu'ils ont un slogan qui leur donne encore le moral et qui fait qu'ils résistent. Leur slogan dans le Poul,
Le slogan du peuple Lari, c'est Maba Manseke, Manama Foi, Manama Yingana. Quatrième D. D. Diminuer le peuple du Grand Nyari. Lorsque Lissouba arrive à Brazzaville en 1991 pour participer à la conférence nationale souveraine, ce dernier ne dispose pas de parti politique. Il trouve le PCT, le parti unique de Sassou, qui avait été créé en 1969, le MCDDI de Bernard Kolela, fondé en août 1989, le RDPS de Tchisser Tchikaya, créé en octobre 1990, l'UNDP de Pierre Nzé, fondé en 1990, et puis j'en passe. Pascal Lissouba, à son tour, fonde alors l'Union panafricaine pour la démocratie sociale, l'UPADES, en 1991. La nouvelle formation politique a intégré plusieurs partis qui ont participé à la conférence nationale souveraine et rassemble de nombreux leaders de la vie politique nationale. Parmi eux, on pouvait citer Simon-Pierre Kikungangot, Martin Berry, Ngila Mungunga Nkombo, Augustin Poignet, Christophe Mukwege, Clément Mwamba, Victor Tamba Tamba, etc. Après la mise en place des organes de base du parti, Pascal Lissouba est reparti en France pour prendre sa retraite à l'UNESCO, laissant à ses lieutenants le soin d'implanter le parti. En février 1992, Pascal Lissouba revient à Brazzaville. Sa rentrée politique intervient dans la dernière ligne droite des élections de 1992. Durant son absence, ses lieutenants ont réalisé un travail d'enrôlement de militants issus de la région de la Bouenza, de la Likumu et du Niari, et créé l'acronyme Nibolek. Cet instrument politique fut en effet une véritable machine à gagner puisqu'il remporte en 1992 toutes les élections au suffrage universel. On peut citer l'élection présidentielle, législative et locale. De 1992 à 1997, l'UPADES est aux affaires. Pascal Lissouba est président de la République. Pascal Lissouba est entouré de tous ses lieutenants. Mais en 1997, quand il fuit le pays et contraint de s'exiler, ses collaborateurs, parmi les collaborateurs, ils occupaient des postes stratégiques. C'est le cas de Tsatsi Mabiala. Il était ministre de la Défense. Mberi Martin était ministre de l'Intérieur. Claudine Mounari Mabonzo était ministre directrice du cabinet du président de la République. Mungunga Ngila Nkombo était ministre des Finances. Benoît Koukebene était ministre du Pétrole. En effet, dans le même mouvement de fuite, la plupart des leaders du parti se retrouvent en exil. La gestion d'un parti depuis un pays étranger n'est pas chose facile. L'exil a eu pour conséquence la division des cadres du parti entre ceux qui souhaitaient négocier avec le pouvoir de M. Sassou Nguesso et ceux qui s'opposaient. Quand le parti a perdu le pouvoir
beaucoup de cadres ont renoué avec leur parti mère, c'est-à-dire le PCT. Une façon simple de conserver leur train de vie confortable, peu importe comment et avec qui. En 1991 déjà, après la conférence nationale souveraine, beaucoup de cadres du Grand Niari, du PCT, ont rejoint l'UPADES, car ils estimaient à l'époque que Sassou ne pouvait pas conserver le pouvoir et eux, leurs privilèges. La transhumance politique est donc l'apanage d'une grande partie du personnel politique congolais. La différence entre la perte du pouvoir de Sassou Nguesso en 1991 et celle du professeur Pascal Lissouba en 1997, même si elle ne se définit pas de mêmes circonstances, elle est liée à l'âge des présidents. Quand Sassou perd le pouvoir en 1992, il est âgé de 49 ans. Il reste encore le leader incontesté de son parti. Dans son parti, personne n'imagine au sein prendre la place de M. Sassou Nguesso. Il reste la référence, sans laquelle le PCT ne peut revenir au pouvoir. Par contre, quand le professeur Pascal Lissouba perd le pouvoir en 1997, il est âgé de 67 ans. Pour les cadres et les dirigeants de l'UPADES, l'espoir de revenir au pouvoir avec le même leader du parti est mince. Bon nombre des collaborateurs de Lissouba préfèrent alors lâcher le professeur Pascal Lissouba. Sa directrice de cabinet s'était rendue en Angola rencontrer le président Dos Santos pour le compte de M. Sassou Nguesso pendant qu'elle était encore directrice de cabinet. Qu'a-t-elle fait là-bas? M. Koukebene, Tati Mabiala, Mberi Martin, Mongungangila Nkombo avaient tous lâché le président de la République. Pendant la guerre, les armes étaient arrivées à Dolisie. Les spécialistes avaient demandé de leur payer 5 milliards de francs CFA pour les monter et les rendre opérationnels. Mais les proches du président Lissouba avaient refusé de débloquer la dite somme. Pourquoi? Sauf qu'après qu'ils aient accompagné Lissouba en exil, ils sont revenus aux affaires, mais cette fois-ci avec M. Denis Sassou Nguesso. Claudine Mounari Mabonzo est récompensée et devient ministre du Commerce et des Approvisionnements et deviendra par la suite l'opposant de Sassou Nguesso avec un nouveau parti qu'elle a créé, le MUST. Martin Berry devient ministre des Transports, de l'Aviation civile et de la Marine marchande et ministre de la Construction et de l'Urbanisation et de l'Habitat et de Construction et de l'Urbanisme et de l'Habitat. Aujourd'hui, il est nommé secrétaire permanent du Conseil national du dialogue, après être déçu de n'avoir pas obtenu la primature. Clément Mwamba devient Premier ministre et même fier de revenir membre du PCT. Pascal Tsatsimabiala est nommé par Sassou chef de l'opposition. Aujourd'hui fait l'apologie de Sassou et demande un allongement de 2 ans pour le mandat actuel de Sassou, c'est-à-dire reporter les élections de 2021 en 2023. Christophe Mukwege, ancien secrétaire général de l'UPADES, devenu opposant
de Sassou, unis avec Mathias Nzon. Bref, les collaborateurs de Lissouba sont devenus des alliés de Sassou. Attirés par Sassou et pris dans sa nasse, ses collaborateurs ont perdu leur notoriété. Ils se sont fait diminuer par Sassou. Et c'est l'objectif visé justement par M. Sassou. Parce que Sassou, dans sa politique, s'est donné l'objectif de diminuer ce peuple. Ici, diminuer, ce n'est pas, je ne parle pas de la quantité, mais une forme de rabaisser, de rabrouer. Sassou a pu les récupérer de Lissouba, les a tirés vers lui, et aujourd'hui, il est en train de les diminuer. C'est ça la politique la politique de diminuer le peuple Nyari. Heureusement, et encore heureusement, que dans cette transhumance politique, le peuple du Grand Nyari, que nous saluons, ce peuple bantou, fier, a su garder sa hauteur, a su garder ses valeurs. Pour preuve, la désillusion aux élections législatives avec des candidats robustes, des candidats calibre comme on le dit souvent, n'ont pu être élus. Le peuple s'est dit, vous vous comportez pas comme des gens qui ont des valeurs. Donc nous n'allons pas vous voter. En tout cas, ce peuple, c'est un peuple qui a de la hauteur. C'est un peuple qui a de la valeur. Ici, la diminution, ce n'est pas la diminution du peuple, mais c'est la diminution des hommes politiques. Et donc, ce peuple, en tout cas, nous les félicitons. Alors, nous allons maintenant parler du 5e D. Le D de dompter le peuple Luango. Le peuple Luango est défini étant un peuple très pacifique, simple et plein de bon sens. Il a évidemment ses vices, mais qui ne sont pas en rien excessifs par rapport aux autres peuples de la terre. Ils sont d'une si grande douceur que les contestations sont rares parmi eux. Ils n'en viennent jamais aux mains. Quand ils perçoivent une contradiction, ils vont trouver un juge qui tranche en un instant. Jean-Félix Tshikaya, Jean-Pierre Tshissé Tshikaya, Louis-Sylvain Goma, on sent les pionniers de cette pacificité. Ce peuple, aujourd'hui, orphelin d'un leader charismatique à l'image de Tshissé Tshikaya, ce grand homme qualifié homme aux mains blanches, veut être remplacé, je dirais plutôt, veut être dompté par le méphistophélique Sassou Nguesso, avec la complicité de son épouse Antoinette Louemba Tshibota, prétendue originaire du Kwilu. Bien que ce peuple devenu amalgamé est sorti de son affabilité en octobre 2007, lors des obsèques de Jean-Pierre Tshissé Tshikaya à Pointe-Noire, Sassou a été largement hué. Des émeutes ont éclaté et les manifestants s'en est pris ouvertement à lui, qu'il déclare responsable de la mort par empoisonnement. En 2016, lors des élections présidentielles, cette population qui jaillisse à madame
Sassou Nguesso avait voté massivement pour Jean-Marie Michel Moukoko. Un désaveu total. Sassou veut récupérer les mains blanches de Tissé Chikaya à travers son fils. Veut leurrer ce peuple à travers sa femme et amadouer ce peuple à travers son compagnon, Louis Sylvain Goma. Un département devenu cosmopolite, dense et insoumis que Sassou tient absolument à récupérer à sa guise. C'est ça, la politique d'empter le peuple Luango. Sassou compte beaucoup sur sa politique de 5D peuple congolais que je venais de vous décrire. Cette politique, selon lui, va lui permettre ou va lui mettre en confiance pour régner en toute sécurité et assurance. Cette politique, pour M. Sassou, va lui mettre en assurance ou bien en sécurité contre les poursuites judiciaires. Cette politique va lui mettre à l'abri de tous ses biens, à l'abri de ses biens mal acquis, mais aussi va mettre à l'abri les membres de sa famille. Voilà pourquoi Sassou tient à entretenir, sinon à perfectionner cette politique de 5D. Mais, après la transition de cette politique, qui est déjà en cours, qui existe déjà, Sassou ne s'arrête pas là. Il cherche à l'améliorer, il cherche à perfectionner sa politique. Mais Sassou a encore d'autres calculs dans sa tête. Une fois que cette politique va être bien roulée dans la machine, dans l'huile, va bien être implantée, Sassou veut imposer une autre politique de gouvernance. Celle qui dépassera le clivage ethnique, qui veut purement et carrément mettre le pays en scission. Donc, après cette première partie, après cette première phase de la politique de 5D, Sassou veut la scission de notre pays en 3 nations. Peuple congolais, c'est quoi la politique de scission de scission du Congo en 3 nations que Sassou va instaurer, va mettre après? C'est ça que nous allons vous parler maintenant. Le Congo aujourd'hui est dans la mire de Sassou. Il veut le diviser en 3 nations. Des nations que des intellectuels nordistes révèlent déjà la confidentialité. Simplement pour préparer déjà l'opinion nationale et internationale. Alors que beaucoup de Congolais, des leaders de l'opposition, sont jugés ou qualifiés de scissionnistes pour avoir critiqué la manière dont les revenus pétroliers, la manière dont les ressources économiques et autres sont inégalement répartis. Aussi, compte tenu du fait que M. Sassou dresse le peuple du Nord contre celui du Sud. Donc, au vu des faits que nous venons de citer, il y a certains leaders de l'opposition, il y a certains membres de la vie civile qui ont donc parlé de la situation que ce pays finira par être divisé un jour.
Alors, ses compatriotes ont fait l'objet de critiques. Certains compatriotes sont arrivés à suggérer la création de deux nations, la nation nord et la nation sud du Congo. Ses frères ou ses compatriotes ont été tirés à boulet rouge. C'est le cas de notre frère, le compatriote Robert Poitipangu, traité de sécessionniste par le pouvoir en place, par certains membres de l'opposition, par le parti de M. Sassou Nguesso, le PCT, mais aussi par certains membres de la diaspora. En même temps, au même moment, les intellectuels du Nord, consignés par le pouvoir, vendent déjà la mèche en disant qu'il est de l'intérêt des Congolais, s'ils ne peuvent s'entendre et vivre ensemble après la guerre qu'ils ont gagnée, il serait au bénéfice des Congolais de créer trois nations. Cette idée ne soulève pas de vagues, ni d'indignation de la part des opposants, ni de la diaspora, ni de PCT pour critiquer cette pensée. Peuple congolais. Donc vous venez de comprendre, quand c'est les intellectuels du Nord qui le parlent, personne ne conteste, personne ne parle. Mais quand le frère Robert Poitipangu parle de ça, on lui tire à boulet rouge. Aujourd'hui, tous les ingrédients sont réunis selon Théophile Obenga pour que le Congo soit morcelé en trois nations. Les Congolais auraient pu se réjouir du diagnostic posé par un des leurs, dont les compétences sur l'égyptologie, sur la linguistique et l'histoire ne font l'objet d'aucun doute. Théophile Obenga, qui a longtemps travaillé à côté de l'illustre professeur Cheikh Anta Diop, est né en 1936 à Mbaya. Il est d'ethnie Bagangoulou. D'ethnie Bagangoulou, nous l'avons vu. Il fait partie de l'ethnie Teke, mais il fait aussi partie de l'ethnie Mboshi. Donc lui, il fait partie du groupe du Nord. Il a passé beaucoup de temps d'étudier l'histoire d'Égypte, mais fort est de constater qu'il ignore celle du Congo. Les leçons distillées de Théophile Obenga sèment à la fois le trouble et le doute sur sa sincérité. Il fut ministre des Affaires étrangères et de la coopération de Joachim Yombe Opango en 1977 jusqu'en 1979, date de son éviction et de l'arrivée au pouvoir du dictateur Denis Sassou Nguesso. Il fut par la suite nommé par le professeur Pascal Lissouba au ministère de la Culture entre 1993 et 1994. Si son passage dans ces deux ministères n'a laissé aucune trace positive, force est de constater qu'au-delà de ces leçons assénées ici et là, Théophile Obenga, sur le plan politique, avait apporté son soutien au dictateur et sanguinaire Sassou Nguesso en 2009 pour l'élection présidentielle, en formulant son souhait de voir créer une université moderne à Brazzaville, qui d'ailleurs n'a jamais vu le jour, dont il avait conçu le projet. Il renouvelle en 2014 son soutien au dictateur Sassou Nguesso pour l'élection présidentielle de 2016 et à la révision de la Constitution souhaitée par le tyran pour se représenter. En effet, en 2001, Théophile Obenga
écrit un livre dans lequel il détermine, fixe, définit, explique et annonce toutes les conditions qui devront conduire le pays à la scission, à la partition. Dans son livre intitulé « Pour le Congo, Brazzaville, réflexions et propositions », édition L'Harmattan 2001, Théophile Obenga écrit, je cite, « Il était question de guerre civile. Après, c'est normalement tout le monde qui gagne avec le parti gagnant. Pour bâtir ensemble avec toutes les ethnies, toutes les régions, toute la nation retrouvée. À la fin des hostilités criminelles, ce n'est pas l'une des trois nations belligérantes qui a gagné, mais bien le Congo à travers les vainqueurs. Si les choses ne sont pas vues de cette manière, on aboutit à la scission, à la partition en trois nations. La nation Mbushi, la nation Teke et la nation Congo. Peuple congolais, voilà sur quoi travaille Sassou Nguesso depuis longtemps. Parce qu'il aurait gagné la guerre, il faut donc s'entendre avec lui. Il faut donc que les partis qui ont perdu la guerre doivent s'entendre avec le gagnant. Lui, le gagnant. Il faut donc s'entendre avec ses mercenaires. À défaut de se soumettre, il faut diviser le pays en trois nations. Ce qui revient à dire que la guerre a été initiée pour le but d'arriver à la division, à la partition. La guerre est donc le déclencheur de la scission du pays en trois nations. La scission en trois nations est un projet ficelé depuis. La partie nord se prépare justement pour cette scission. Comment expliquer, chers compatriotes, que les ressortissants du Nord ont amassé autant de milliards sans être poursuivis, que la municipalité accélérée a consacré 70% de son budget à réaliser les structures dans le Nord, que le plus grand centre moderne du pays soit construit dans le Nord, précisément à Oyo. Je parle ici du centre hospitalier. Que la banque de la BEAC soit construite à Oyo. Qu'un grand aéroport international soit construit au Nord. Que des grandes structures sportives soient construites au Nord. Que des écoles modernes équipées des ordinateurs soient construites seulement au Nord. Que des projets de construction de pipeline soient initiés pour transporter le pétrole du sud vers le nord. Que beaucoup de ressortissants du nord sont dans des écoles supérieures et dans des écoles de formation. Que des bourses d'études sont octroyées à 90% aux ressortissants du nord. Que beaucoup du matériel militaire moderne sont transférés dans la partie nord. Qu'une autoroute a été construite entre le Gabon et le nord. Que le palais présidentiel et son salon aient coûté 5 milliards 600 millions de francs dans le cadre de la municipalisation accélérée. Que le trésor public se retrouve désormais à Oyo. Si Théophile Obenga parlait de trois nations, nation Congo, nation Teke et nation Luango, qui renaîtraient sur les cendres respectives du royaume
Congo, du royaume Teke et du royaume Luango, ça serait moins scandaleux. Et encore. Pourquoi? Ben, c'est tout simplement parce qu'on sait au moins, comme nous l'avons vu, nous l'avons expliqué dans l'une des vidéos, que ces royaumes étaient déjà organisés, tant sur le plan administratif, sur le plan politique, sur le plan social. Si M. Obenga l'avait proposé de cette manière, on pouvait le comprendre. Et encore difficilement, comme je venais de le dire. Pourquoi? Parce que, au moins, les structures, les archives sont là, les gens savent comment pouvoir gérer. Donc cela ne devait pas faire autant du mal comme lui, il le propose. Mais parler de la nation Mbushi, qui n'a jamais existé, serait un danger pour les autres nations et les pays limitrophes. Pourquoi? Mais parce que la nation Mbushi, qui va être peuplée par la nation, par le peuple Mbushi, a déjà fait ses preuves. Déjà depuis 1968, c'est-à-dire, ça fait déjà 52 ans que le peuple Mbushi, les ressortissants du Nord, dirigent notre pays. Quel est le bilan? Le bilan est catastrophique. Aujourd'hui, les États s'organisent d'être ensemble, d'être en union avec la mondialisation. Mais comment Obenga peut encore nous parler de scission? Comment M. Obenga, pendant que les autres nations veulent être en union, comment lui il peut venir nous parler de scission d'un petit pays comme le nôtre? Alors, il y a matière à réflexion. Il y a de quoi dire à M. Théophile Obenga d'avoir la dignité intellectuelle. L'animosité de certains compagnons envers les autres qui ont suggéré la création de la nation sud et de la nation du nord, pas à cause d'être vainqueur d'une guerre, mais à cause de l'injustice profanée envers le peuple du sud. Cette opinion défendue par le frère Robert Poitipangu fait l'objet de beaucoup de controverses, comme nous l'avons dit. Car la vertu d'injustice dans laquelle l'homme du Nord s'appuie est une antivaleur. Oui, c'est l'antivaleur de mœurs, de coutumes et de la civilisation bantoue. Le peuple du Nord se permet de venir dans le Sud, venir tuer son frère, venir lui égorger, venir détruire ses biens, venir brûler sa maison, son frère, son compatriote d'une même nation. Alors que vous parlez la même langue, lingala, vous parlez la même langue Kikongo. Il est venu le tuer. Alors, c'est suite à cette antivaleur que le frère Robert Poiti s'appuie pour dire, ben, si c'en est le cas, pourquoi ne pas qu'on se divise pour que tout le monde reste en paix? Mais il ne le dit pas, parce que le Nord a gagné la guerre. Peuple congolais. Si la paternité de la scission du pays en deux nations revient à notre frère, comme je venais de le dire, qui la défend bec et ongle au grand jour à la place de Paris, nous lui reconnaissons tout à fait ce privilège, mais il est intéressant de faire quand même remarquer que la partie nord, sous la roulette de Sassou, travaille également, et ça depuis belle urette et discrètement,
sur ce projet. Et je peux vous dire que ce projet est déjà bien avancé. Après que la machine de la politique de 5D va bien tourner, s'en suivra cette politique donc de scission du pays en 3D, en 3 nations. En somme, les Congolais savent désormais qu'après avoir pillé les biens du Sud, Sassou s'investit à scinder le pays en 3 nations. C'est son intellectuel qui l'a dit, M. Théophile Obenga. On parlera des nations Mboshi, qui va avoir son siège, sa capitale à Oyo. On parlera de nation Teke. Cette nation Teke, qui va par la suite être annexée à la nation Mboshi. Je vous ai dit que Sassou est en train de dompter le peuple Teke. Je vous ai dit que Sassou minimise le peuple Teke. Donc, en créant 3 nations, nation Mboshi, Teke et Congo, Sassou sait qu'après, il va annexer, il va prendre, il va envahir la nation Mboshi, la nation Teke. Et tout ça deviendra rien qu'une seule nation, c'est la nation Mboshi. Donc le peuple Teke sera une exclusivité, sera inclus dans la nation Mboshi. Et enfin, c'est la nation Congo. Voilà comment Sassou travaille. En résumé, à la fin, il partira de 3 nations, mais à la fin, il ne restera que 2 nations. Nation Mboshi et nation Congo. Chers compatriotes, chers Congolais, le Congo, notre pays, est détruit partiellement par une bande des incompétents. Une incompétence incontestée du nord au sud, de l'est à l'ouest. Alors que Sassou se prête à fêter en grande pompe les 60 ans d'indépendance, il serait intéressant de faire le bilan de la gestion de 52 ans des dirigeants du Nord, dont 38 ans de Sassou. Le Congo a des valeurs, lesquelles lui sont intrinsèques, qui ne peuvent être violées. Et ce sont ces valeurs qui constituent la grandeur, la fierté autrefois de notre pays. C'est bien à cela que notre Congo aspire. Aujourd'hui, Sassou, dans son esprit diabolique de haine, de sorcier, de destructeur, veut diviser le pays en 3 nations pour n'en faire que 2, après qu'il l'ait mis en feu et en sang, après qu'il ait détruit jusqu'à sa moelle épinière. La scission que veut imposer Sassou a pour objectif piller tous les biens du Sud et les transférer au Nord. Il a inversé notre pays. Les fondements, les valeurs sont réversés. L'immoralité est remplacée par la moralité, l'injustice à la place de la justice, le mal à la place du bien, le faux à la place du vrai, le voleur à la place de l'intègre, l'assassin à la place du martyr. Tel est le Congo d'actuel et de demain que Sassou veut léguer, que Sassou veut laisser aux étrangers, que Sassou veut laisser aux membres du PCT. Chers compatriotes, le Congo est un thé de technocrates,
debout et droit, reste imperturbable, raison pour laquelle nous nous battons pour le sauver. Sauver notre patrimoine, notre héritage. Nous sommes fiers de ce beau pays que nous allons restaurer, ce Congo. Le Congo d'ethnie Congo, le Congo d'ethnie Teke, d'ethnie Mboshi, d'ethnie Sanga, d'ethnie Eshira. Le Congo, oui, le Congo de Fulbert Yulu, le Congo de Jacques Opango, le Congo de Jean-Félix Tshikaya, le Congo de Simon-Pierre Kikungangot. Oui, le Congo dans ses vraies valeurs. Le Congo de l'unité, travail, progrès. Le Congo du nouveau Congo. Le Congo avec ses valeurs. Le nouveau Congo du Congo. C'est ce Congo que nous allons parler dans la prochaine vidéo. Peuple congolais, nous allons vous parler du nouveau Congo. Nous vous avons promis qu'on devait parler d'un nouveau Congo que nous voulons. Rappelez-vous, je vous avais dit que avec ce que nous avons élaboré, avec ce que nous savons, en 5 ans, nous pouvons remonter, nous pouvons rattraper les 30 ans que Sassou nous a perdus. Et en 10 ans, nous pouvons rattraper les 60 ans que nous avons perdus. Rappelez-vous, je vous avais déjà parlé de ça. À chaque fois que je vous dis qu'on va en parler, chers compatriotes, laissez-moi vous dire, je suis tellement organisé que tout ce que je vous dis, c'est écrit. Donc si je vous ai promis, c'est que je veux le faire. De la même manière que je vous avais parlé de la politique de 5D, c'est ça qu'on a développé aujourd'hui. Et je vous avais promis qu'on devait parler du nouveau Congo, tel que ça va être. Ce Congo-là, qui sera le Congo de tout le monde, sans discrimination, du nord au sud, de l'est à l'ouest, sans tribalisme, sans régionalisme. C'est ce Congo-là que nous allons parler dans la prochaine vidéo. Merci. Eso era,
Aka mwana chake Hatu pingelila nenga kolo Oyo uvi ya jala la nyala kulembe Ibalila Ali mwana chake Jala wakwe Habe wapo mwana bala nyo vetimba Abia baba ni babi olisana Aka mwana chake Wale tuwa burenge mwana bako mari eti Mwana manga ambia mwende alogo Abiri wala zezo mwana manga rozari mako Lilinga manga ndo nengi ya kudu Lajwa mama telele kamu Aka mwana chake Vitwala manga apora ako ako Wambala mala wote Abiri wala ako wala dino Ngele nduma Ngamo doma mbili Amure kwa mojo joko Aja mwana chake Hapo Mbele mwanga mu Okeza batu wakamba mbangele Mwana mana nango na yiri Aka mwana chake Jimila mamwande magi bariba Lama ngote na magana mbombo Mwana mamwande anga pula Aka mwana chake Adwa jengele mpuwa bembe Mwana manga mama mwana Abira ngo bimate ke modono ako